Il faut vraiment se projeter dans la situation. Pour ceux qui nous écoutent, imaginez des dizaines de lettres anonymes, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Ouais, qui atterrissent directement dans la boîte aux lettres d'une famille. C'est ça. Et des appels téléphoniques, silencieux au début, puis complètement haineux. Et ça se succède pendant des années. Des années de harcèlement en toute impunité. Exactement. Et pourtant, la justice est alertée. Les plaintes s'empilent sur les bureaux de la gendarmerie. Et l'identité de l'auteur, elle est forcément cachée quelque part dans un cercle familial très restreint. Mais le système ne fait absolument rien. Rien du tout. Jusqu'au jour où un enfant de 4 ans est retrouvé mort, pieds et poings liés, dans les eaux glacées d'une rivière. C'est le vertige absolu. Enfin, l'affaire Grégory, ce n'est pas seulement l'un des crimes les plus atroces commis en France dans les années 80. Ouais. Quand on plonge dans les archives, les rapports officiels, on réalise que c'est l'autopsie d'un système qui s'effondre totalement sur lui-même. C'est une tragédie où la perte d'un petit garçon a été en fait engloutie par l'ego des magistrats, la guerre des polices. Et la noirceur sociologique de toute une vallée, clairement. C'est pour ça que notre objectif aujourd'hui dans cette exploration approfondie de toutes ces sources, c'est de comprendre les mécanismes de ce naufrage. Pas seulement lister les dates. Non, voilà. Comprendre comment et pourquoi la machine judiciaire a déraillé à ce point. Et pour saisir ça, il faut s'extraire de la scène de crime initiale pour observer le terreau dans lequel ce drame a germé. Tout à fait. On est dans les Vosges, dans la vallée de la Vologne, une région qui est dominée par l'industrie textile. Et au centre, il y a ce clan familial tentaculaire, les Villemain. Avec des fractures sociales d'une violence inouïe. La clé de lecture, en fait, elle est sociologique. Ah oui, complètement. Le drame ne commence pas en octobre 84, il commence des années avant, à travers le ressentiment. On a une famille marquée par un passé lourd, le suicide du grand-père Gaston en 42, des dynamiques très archaïques. Et au milieu de tout ça, il y a Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. Ouais, il n'a que 23 ans en 81, mais il vient d'être promu contremaître à l'usine Autocoussin. Et ça ne passe pas. Bah non, il fait construire un pavillon sur les hauteurs, il achète un salon en cuir, enfin, il incarne une forme de réussite sociale ostentatoire. Et dans ce microcosme ouvrier très précis, cette réussite, elle est vécue comme une véritable agression. J'ai noté un détail crucial dans les rapports, c'est que Jean-Marie a refusé de se syndiquer à la CGT. Ah oui, la fameuse cassure. Contrairement à la majorité des hommes de son clan, comme son oncle Marcel Jacob. Donc ce n'est pas qu'une simple jalousie familiale, c'est une lutte des classes qui se joue à l'intérieur même de l'arbre généalogique. C'est exactement ce qui déclenche la mécanique du harcèlement, ouais. C'est là qu'intervient la figure du corbeau. D'abord par téléphone. Ouais, la famille l'appelle, le gars a la voix rauque. Et puis l'escalade mène à l'écrit. En 83, il y a 3 lettres anonymes qui arrivent. Et le profilage de ces courriers, il est fascinant quand on lit les synthèses, parce qu'il révèle un auteur qui n'est pas juste un déséquilibré de passage. Non, le corbeau connaît les emplois du temps de chacun, les secrets intimes des grands-parents Albert et Monique, la syntaxe est haineuse, l'orthographe est fautive, mais Mais le ciblage est d'une précision chirurgicale. c'est ça. Une des lettres contient cette menace directe, je cite, « Je vous ferai votre peau à la famille Villemain, vous trouverez jamais. Ce qui me sidère, moi, en lisant l'historique de ces plaintes déposées dès 82, c'est l'aveuglement de la justice. Comment de telles menaces peuvent aboutir à un non-lieu en 83 ? » C'est fou. On cible un enfant et rien ne se passe. Alors la gendarmerie invoque le manque de moyens techniques pour tracer les appels, ce qui est vrai à l'époque. Ouais, on est au début des années 80, hein. Il y a aussi ce mécanisme psychologique de rejet de la part des magistrats. Ces affaires, elles étaient classées comme des querelles de clochers, tu vois. Des histoires de paysans qu'on refusait de prendre au sérieux, clairement. Exactement. Et cette condescendance institutionnelle, elle a agi comme un permis de tuer. L'absence de réponse pénale a validé le sentiment de toute puissance du corbeau. Et cette impunité, elle culmine tragiquement le mardi 16 octobre 84. Une journée d'une banalité terrifiante. Ce qui rend la suite encore plus insoutenable. La chronologie, elle est gravée dans le marbre. À 16h55, Christine Villemain rentre du travail. Elle récupère Grégory chez la nourrice. Il fait froid, donc elle lui met ce fameux bonnet rayé. L'image que tout le monde a en tête. Voilà. L'enfant veut jouer avec du sable sur un tas de gravier devant la maison. Christine, elle laisse la porte non verrouillée, elle rentre repasser du linge et allume la radio. L'émission Les Grosses Têtes qui couvre les bruits extérieurs. C'est ça. Et 25 minutes plus tard, vers 17h22, elle sort. Et là, le pas de sable est vide. Disparu. Et à 17h32, le téléphone sonne chez Michel Villemain, l'oncle de l'enfant. Et c'est l'appel de revendication. Le corbeau prononce ces mots « Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Vologne. »
Glaçant. Le corps est repêché le soir même, vers 21h15, à Dossels, à 7 km de là. Et le lendemain, une lettre postée le jour de la disparition arrive chez les parents. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Voilà. Le crime parfait semble avoir été exécuté. Mais en réalité, c'est l'enquête qui va se saborder elle-même. C'est ici qu'on bascule dans le désastre médico-légal. L'instruction, elle est confiée à Jean-Michel Lambert, un juge de 32 ans. Totalement inexpérimenté. Il gère déjà 190 dossiers en cours, tout seul. C'est énorme. Et la scène de crime n'est même pas sanctuarisée. Les berges de la rivière sont piétinées par des dizaines de personnes. Adieu les traces de pneus ou de pas. Exactement. Mais le point de non-retour, ce qui condamne vraiment l'accès à la vérité scientifique, c'est l'autopsie. L'autopsie est catastrophique, les médecins notent l'absence d'hématomes, les cordelettes n'ont pas abîmé la peau de l'enfant, ce qui suggère qu'il n'a pas lutté ou qu'il était déjà inconscient. Ils trouvent peu d'eau dans les poumons aussi. Ouais, mais il remarque de la spume, cette écume qui est caractéristique de la noyade. Donc est-ce que l'enfant a été noyé dans une baignoire avant d'être jeté dans la rivière? Impossible à affirmer. Et le pire, c'est l'ordonnance rédigée par le juge Lambert pour encadrer cette autopsie. Il demande aux médecins de procéder, je cite, éventuellement à des prélèvements. Ce mot, éventuellement, c'est Une aberration. absolu. Ouais. En conséquence, les légistes décident de ne pas prélever ni conserver les viscères de l'enfant pour des analyses toxicologiques. Et c'est d'autant plus rageant qu'une seringue d'insuline vide sera retrouvée non loin de la scène quelques semaines plus tard. Si l'enfant a été plongé dans un coma artificiel par une injection, avant d'être mis à l'eau, on ne le saura jamais. La preuve biologique a été effacée par une simple négligence. Et ce vide scientifique, ça change tout en fait. Privé de preuves matérielles irréfutables, d'ADN ou de toxicologie, les enquêteurs doivent jouer au psychologue. Et doivent s'en remettre à la preuve la plus instable qui soit, le témoignage humain. Et c'est ce qui mène les gendarmes vers leur premier suspect, Bernard Laroche. Le cousin germain de Jean-Marie Villemain. Lui aussi contremaître, mais délégué syndical CGT. L'autre versant de la famille? C'est ça. Et les soupçons se portent sur lui à cause du témoignage de sa belle-sœur, Muriel Boll, une ado de 15 ans. Début novembre 84, elle livre un récit foudroyant. Elle affirme avoir été dans la voiture de Laroche, l'avoir vu faire monter le petit Grégory, puis s'arrêter à Dossel avant de revenir seule. Et sur cette base, le juge Lambert inculpe Bernard Laroche. L'arrestation, elle est filmée en direct, menotte au poignet devant son usine. Sauf que la procédure s'effondre dès le lendemain. Muriel Boll se rétracte intégralement. Elle accuse les gendarmes de l'avoir terrorisé D'avoir menacé de l'envoyer en maison de correction, ouais. pour lui extorquer ses aveux. Et là, on touche au cœur du mystère. Est-ce qu'elle a menti sous la pression des gendarmes ou est-ce qu'elle a dit la vérité avant d'être soumise à des pressions ultra-violentes de son propre clan familial le soir même? C'est la grande question. Et c'est à ce moment qu'un nouveau poison s'injecte dans le dossier. La guerre des polices. Ah oui, le SRPG de Nancy qui entre dans la danse. La police judiciaire, ouais, avec une arrogance folle envers les gendarmes locaux. Le SRPJ considère les gendarmes comme des ruraux incompétents. Des bouseux pour faire corps. C'est ça. Et pour prouver leur supériorité, les policiers vont s'attacher à détruire la piste Laroche, qui est celle des gendarmes. Et le juge Lambert, qui est influençable, dépassé par les médias, y cède. En février 85, contre l'avis de son propre parquet, il remet Laroche en liberté. Ce qui provoque un court-circuit total dans la tête de Jean-Marie Villemain. Ce père, détruit par le deuil, persuadé par les gendarmes que son cousin est coupable, il voit la justice relâcher l'assassin présumé de son fils. La mécanique de la vengeance remplace celle du droit. Fin mars 85, Jean-Marie Villemain abat Bernard Laroche d'un coup de fusil. Et juridiquement, c'est le coup de grâce pour le dossier. La mort du suspect entraîne l'extinction de l'action publique. Laroche meurt présumé innocent. Et le système se retrouve face à un vide immense. La gendarmerie est dessaisie, le SRPJ a le contrôle, mais Mais ils ont besoin d'un nouveau coupable. désespérément. Et c'est là que le billet de confirmation va opérer de la pire des manières. Pour contredire les gendarmes, il cible la mère, Christine Villemain. C'est un basculement hallucinant. En juillet 85, le juge Lambert l'inculpe d'assassinat. Et les preuves, c'est d'une fragilité absolue. On parle de cordelettes retrouvées dans sa cave. Alors que c'est un modèle agricole commun à toute la région. Ouais, on s'appuie sur des expertises en écriture controversées. Et surtout, ce fameux témoignage de ses collègues de la Poste. C'est fou, ça. Ils disent l'avoir vu poster une lettre le jour du meurtre. Mais quand on fouille les procès-verbaux, on se rend compte que la tenue vestimentaire qu'ils décrivent, c'est celle qu'elle portait la veille du crime. Comment la justice a pu valider une telle construction? C'est là qu'il faut analyser le rôle des médias.
La presse a agi comme une caisse de résonance. Le mythe de la mère infanticide, ça fait vendre du papier. Ça fascine. Marguerite Duras publie même une tribune délirante dans Libération. Sublime, forcément sublime, Christine V. Elle transforme une instruction criminelle en tragédie grecque. Ce n'est plus du journalisme, c'est une condamnation littéraire qui donne une caution au délire de l'APJ. Et pendant ce temps, Christine Villemain, qui était enceinte, elle est jetée en prison. Elle doit faire une grève de la faim pour être libérée. Et son calvaire judiciaire va durer 8 ans. 8 ans de soupçon public? Jusqu'à ce non-lieu rarissime, en 93, pour absence de charge. Pas juste manque de preuves, hein, absence totale d'éléments. La Cour démonte les 25 accusations du SRPJ. Elle est totalement blanchie, mais le dossier semble mort. Et on aurait pu en rester là. Dans les années 2000, l'espoir de l'ADN s'effondre. Bah oui, les scellés, notamment les lettres, ont été manipulés à main nue et aspergés de poudre noire pour les empreintes dans les années 80. Le matériel génétique est détruit. Irréversiblement. Mais ce que l'ADN n'a pas pu faire, l'analyse des données a tenté de le réparer à partir de 2017. Avec Anacrim, un logiciel de la gendarmerie qui mouline les milliers de pages d'archives, il cartographie les emplois du temps, repère les contradictions que l'œil humain n'avait pas vues. Et ça fait ressurgir la théorie du complot familial. L'idée qu'il y a une équipe de ravisseurs et une équipe de tueurs. Ce qui mène, en juin 2017, aux mises en examen de Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante. Muriel Boll est même replacée en garde à vue. Et l'onde de choc est telle que le juge Lambert se suicide quelques semaines plus tard. En dénonçant la machine à broyer de la justice dans une lettre. Ces procédures de 2017 finiront à être annulées pour vice de forme, mais la traque technologique, elle ne s'arrête pas. On arrive en 2024, 2025. Avec la stylométrie. J'ai trouvé ça passionnant dans les sources. On a confié les écrits du corbeau à un labo suisse, pas pour de la graphologie classique, mais pour une dissection mathématique. La stylométrie, c'est l'empreinte digitale linguistique en fait. L'algorithme analyse la fréquence des conjonctions de coordination, les tics de ponctuation, le champ lexical. Tes automatismes te trahissent, même si tu essayes de déguiser ton style. Exactement. Et les résultats comparatifs pointent avec une probabilité écrasante vers une personne, Jacqueline Jacob. Ce qui a entraîné une nouvelle mise en examen de l'octogénaire en octobre 2025 pour association de malfaiteurs criminels. Et il y a ce détail humain qui ressurgit au milieu des algorithmes. René Jacob. Voilà, le beau-frère de Jacqueline, qui déclare aux enquêteurs avoir reconnu son rire cynique sur les vieilles cassettes audio du corbeau. C'est glaçant. La question juridique maintenant, c'est de savoir si une cour d'assises peut condamner des octogénaires sur la base d'une modélisation algorithmique de textes vieux de 40 ans. C'est le défi ultime, utiliser la technologie du 21e siècle pour réparer l'incompétence des années 80. Mais si cette stylométrie valide formellement l'identité du corbeau, le constat sera terrifiant. Ça voudra dire que la vérité, l'identité des coupables, elle était là, écrite noir sur blanc sur des bouts de papier posés sur le bureau des enquêteurs dès le premier jour en octobre 84. C'est ça. Le véritable trou noir de cette affaire, ce n'est pas qu'une question de fiole non prélevée ou de juge incompétent. C'est le silence collectif. Une architecture de secret, ouais. Où la haine sociale d'un clan a été jugée plus importante que la vie d'un enfant de 4 ans. Pendant 40 ans, tout le monde, policiers, juges, journalistes, a cru voir la vérité, mais ils n'ont fait qu'ajouter de l'ombre à l'ombre. Reste l'essentiel pour ceux qui s'intéressent à ce dossier, le souvenir de ce petit garçon au bonnet rayé dont l'innocence attend toujours, quelque part dans les Vosges, que justice lui soit rendue.